Dans cette ville, depuis 6 ans, la sécurité des Français, la sécurité des Marseillaises et des Marseillais a largement diminué. Quand on sait qu'il y a une agression toutes les 7 minutes à Marseille. Et non, ces images ne datent pas de la semaine dernière, mais bien de 1983, il y a près de 30 ans. Et la sécurité était déjà, on l'a un peu oublié, un des thèmes de débat, comme ici à Marseille. Alors, comment les discours sur la sécurité ont-ils évolué au fil du temps? Reste-t-il une vraie différence entre les discours de droite et de gauche? Et Manuel Valls reprend-il, comme on l'a dit, des éléments du style de Nicolas Sarkozy? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en képi cette semaine, nous recevons 4 invités. Alain Boer, professeur de criminologie. Votre spécificité est d'avoir conseillé sur des questions de sécurité des politiques de droite comme Nicolas Sarkozy, mais aussi de gauche comme Jean-Pierre Chevènement. Et vous êtes de surcroît un ami d'enfance de Manuel Valls. Rémi Lefebvre, politologue et spécialiste du PS, pour analyser l'évolution du parti sur ces questions de sécurité. Jean-Daniel Lévy, politologue, spécialiste de l'opinion, pour commenter l'impact de ces récentes images. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par une image qui a fait le buzz, comme on dit. Une image amusante, mais un peu ambiguë d'un Manuel Valls, ministre de gauche, en visite sur les terres d'un homme de droite, patron du Figaro, Serge Dassault, qui lui fait pourtant de nombreux compliments. Ça commence avec un de ses proches, le maire de Corbeil-Essonnes. Regardez. Dans le sondage Figaro mensuel, tu es en tête de toutes les opinions positives de l'ensemble des hommes politiques de la classe politique française. Alors vous voyez, Serge, tu es vraiment tu es un ministre phare du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et nous sommes très heureux en tant que tel aussi de t'accueillir parmi nous. Voilà. Mais je voulais dire un mot à Manuel parce que pour moi, pour nous, la sécurité, il n'est ni de gauche ni de droite. C'est la sécurité qui concerne tout le monde. Et je dois lui dire que nous sommes très heureux de son action. Et c'est pour ça qu'il a, disons, l'appui du journal bien connu, etc. Voilà. Mais s'il fait des bêtises, il n'en pas. Mais actuellement, c'est très bien. Et pour les Roms et tous les autres, c'est formidable. Donc bravo Manuel et continue. Voilà, alors Manuel Valls rit, mais enfin en mimant quand même un peu la grimace de celui qui est en train de se prendre des coups. Alors Denis Bertrand, verdict, est-ce qu'il est plus dans le sourire face au compliment ou alors quand même dans la douleur, hein, parce que ce compliment est un peu à double tranchant peut-être. Alors, comment vous voyez son attitude? Le double tranchant, c'est-à-dire d'un côté le discours qui pose la sécurité comme un universel, ni de droite ni de gauche, comme une sorte de principe et de valeur supérieure à toute appartenance partisane, et le plaisir non dissimulé, goulu même, avec lequel les hommes de droite proclament cet universel. Alors Manuel Valls, plaisir goulu ou pas? Non, justement, il est coincé, je dirais, il est coincé dans cette tension-là, et il exprime, à mon sens, un léger malaise dans le plaisir qui lui est proposé. D'accord, d'où le petit sourire. Alors le vert, c'est plaisir. Un sourire coincé parce qu'il a le malaise. Le plaisir qui lui est proposé est un plaisir piégé. Alors Alain Boer, vous connaissez bien Manuel Valls, donc naturellement, on se tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez plutôt le malaise, comme le dit Denis Bertrand, ou plutôt le plaisir? Je pense qu'il doit y avoir les deux. D'abord parce que je rappelle que Serge Dassault a été l'adversaire de Manuel Valls aux élections législatives et qu'il l'a battu à 2 reprises, je crois. Et donc, ils ont une vieille histoire sur des territoires communs. Et en contrepartie, le suppléant de Manuel Valls essaye désespérément de prendre la mairie de Corbeil-Essonnes sans avoir tout à fait les mêmes résultats, y compris dans les primaires à gauche. Donc, il y a un côté mêlé, je dirais, entre les deux. Deuxièmement, je pense que le ministre de l'Intérieur sait bien que les compliments du Figaro sont d'abord de vrais compliments parce que le domaine en question est un domaine sur lequel il y a, à droite comme à gauche désormais, une sorte de consensus sur le fait que le sujet,
sécuritaire ne pouvait plus être connoté, puisque la gauche a payé très cher le fait d'avoir été jugée comme laxiste, et donc elle s'est recomposée en disant on ne l'est plus. Et puis il sait très bien quel est l'effet pervers d'être trop adulé par la droite quand on est du camp d'en face, puisque à la fin, il n'est à peu près certain que le Figaro ne fera jamais campagne pour Manuel Valls en quelque élection que ce soit, quelque élection politique ou politicienne que ce soit. Donc il en voit bien les limites. Mais au-delà, quand on connaît un peu Serge Dassault, il y a un côté assez franc dans ce qu'il exprime. Ça n'est pas qu'une manœuvre extrêmement compliquée à 18 il le pense vraiment, parce que c'est le genre de Serge Dassault que de dire ce qu'il pense et de se foutre totalement des effets secondaires et pervers. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout est vrai, mais il faut rajouter 2 dimensions, leur histoire personnelle et le fait que Serge Dassault dit exactement ce qu'il pense. Donc il souffre quand même, alors, parce que vous dites Serge Dassault le fait sincèrement, le compliment, Manuel Valls, il souffre quand même un peu. Non, mais il le reçoit parce qu'il connaît Serge Dassault, donc il sait qu'il y a un côté sincère et il sait aussi que ça a un effet pervers. Donc c'est un politique, il connaît les limites de l'exercice. Alors l'effet pervers, évidemment, c'est l'impact de ces images à gauche. En plus, elles ont pas mal circulé. Elles sont reçues comment, ces images à gauche, Rémi Lefebvre? On se dit qu'il pense à la réaction des militants PS, là, qu'il anticipe les coups. Je ne sais pas s'il anticipe la réaction des militants PS, mais il est à la fois, je pense, flatté par la première partie de l'intervention sur sa popularité, et en même temps embarrassé, évidemment, qu'un leader de droite lui donne un blanc-seing sur son orientation en matière de sécurité. Et donc, d'ailleurs, je pense que cet extrait est emblématique de la position aujourd'hui un peu ambivalente de Manuel Valls, qui très clairement témoigne de la droitisation du discours du PS sur les questions de sécurité, le fait qu'il ne veuille plus donner prise. On a vu dans le teasing l'extrait de 1983, on a l'impression que c'est quasiment aujourd'hui. Manuel Valls cherche à ne plus donner prise à cette critique d'angélisme ou de laxisme qui était adressée au Parti socialiste, et en même temps il a abandonné, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, toute une partie du discours de gauche centré sur la prévention et avec une réponse qui est surtout centrée sur la répression, l'autorité. Donc, et en même temps il veut apparaître comme un militant de gauche, il est dans un gouvernement de gauche. Donc toute la dialectique de Manuel Valls, c'est à la fois de normaliser, à mon avis, le discours du PS sur la sécurité, tout en apparaissant, en se différenciant. Alors vous avez évoqué son discours et puis des éléments qui peuvent paraître être empruntés à la droite. Alors c'est vrai qu'il n'hésite pas, Manuel Valls, à reprendre des mots qu'on associe habituellement, traditionnellement, à ceux de la droite. Exemple, le 19 septembre, lors de son discours cadre sur la sécurité devant les forces de l'ordre. Je suis donc le premier flic de France. Et je sais pouvoir compter sur vous dans l'accomplissement de cette mission au service de notre pays. J'assume pleinement la part d'autorité et de fermeté qu'elle requiert. Et la situation actuelle, plus que jamais, le réclame. Alors ça, c'était pour les mots. Concernant l'attitude, eh bien Manuel Valls, comme ses prédécesseurs, va beaucoup sur le terrain et il lui arrive parfois d'être un peu chahuté, comme au mois d'août à Amiens après des émeutes. Le ministre de l'Intérieur, bousculé, chahuté, hué à son arrivée à la mairie de quartier d'Amiens-Nord cet après-midi. Le signe de tension toujours extrême, après une nuit de violents affrontements entre les forces de l'ordre et une centaine de jeunes. Cela fait plusieurs jours que la tension était montée d'un cran. Surtout depuis dimanche soir, après un contrôle routier houleux. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a adressé un appel au calme et à la fermeté. Rien ne peut excuser, rien, qu'on tire sur des policiers, qu'on tire sur les forces de l'ordre et qu'on brûle les équipements publics. La loi, l'ordre républicain et la justice doivent retrouver toute leur place ici à Amiens. Rien ne peut excuser, loi, ordre républicain, autorité. C'est ça que vous appelez, Rémi Lefebvre, la entre guillemets rupture avec ce qui pouvait être le vocabulaire traditionnel de la gauche? Rien ne peut excuser, effectivement, c'est une référence assez forte à cette culture de l'excuse que donnerait l'appréhension sociale des problèmes de sécurité. Une des grandes entreprises de Manuel Valls, c'est finalement d'arrêter de projeter des causes sociales qui déresponsabiliseraient les individus. Et donc, Manuel Valls, moi, c'est ce qui me frappe, rien ne peut excuser. Au fond, voilà, c'est inexcusable. La question, c'est est-ce que c'est explicable? Moi, je suis sociologue. Ce qui m'intéresse, c'est les explications. Et ce que je constate, c'est que le discours de la sécurité de Valls, c'est un discours avant tout d'autorité. Et quelle explication il donne au phénomène d'insécurité?
On ne le sait pas. Alors rien ne peut excuser, Jean-Daniel Lévy, c'est peut-être aussi effectivement une réponse à un reproche traditionnel fait à la gauche. Il s'adresse peut-être là au plus grand nombre. Aujourd'hui, on le sait, Manuel Valls est très populaire. Est-ce que vous pensez que sa popularité tient au choix de ces mots? Déjà, Manuel Valls a un discours qui est quasi répétitif. Il y a le terme République qui revient de manière systématique dans toutes ses prises de parole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'ordre, mais il parle d'ordre républicain. Il parle d'ordre républicain et immédiatement de justice, alors qu'on sait qu'il y a parfois des conflits entre l'intérieur et la justice. Lui, il met tout ceci dans un ensemble qui est un ensemble plus global. Et une des raisons de sa popularité aujourd'hui, c'est le fait qu'il apparaisse comme étant extrêmement stable. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, il répète la même chose et il donne le sentiment d'avoir une forme de matrice de conduite qui ne va pas forcément le déporter uniquement sur la droite, mais qui va s'inspirer de la République. Et c'est aujourd'hui une des attentes extrêmement fortes de la part de la population française. En fait, c'est le mot République pour vous qui est un peu l'alpha et l'oméga, si je puis dire. Si vous prenez la totalité ou la quasi-totalité des discours de Manuel Valls, déjà il a son récit personnel avec une personne qui n'est pas forcément française d'origine, qui a su être un fils entre guillemets de la République et qui a pu arriver à ce niveau de responsabilité, notamment autour d'une forme d'idéal de la République donc qu'il va reproduire. Vous êtes d'accord, Alain Bauer, sur cette explication, effectivement, que c'est ce mot République qui est, on va dire, un peu, qui est très identifiant et avec ce que disait Rémi Lefebvre sur le fait que le rien ne peut excuser, c'est peut-être là qu'il y a la rupture avec un discours de gauche plus traditionnel. D'abord, je ne sais pas ce qu'est un discours de gauche traditionnel, parce que c'est une création sympathique, mais il y a une temporalité dans ce que c'est qu'un discours de gauche. La gauche républicaine avait un discours d'ordre. Le référent de Manuel Valls, Georges Clémenceau, dans un débat historique qui est très marqué... On n'a pas d'extrait, là, pour le coup, désolé. Il y a des extraits dans les archives parlementaires. Il y a eu un débat extrêmement riche et extrêmement heurté avec Jean Jaurès sur c'est quoi la sécurité pour un républicain s'opposant à la vision, entre guillemets, angélique, ou en tout cas révolutionnaire, pour être plus précis, parce que le débat n'était pas le même, avec Jean Jaurès. Donc on sent bien que dans l'histoire, la gauche a changé de discours. Je pense deuxièmement que le marqueur de Manuel Valls, comme il l'a écrit bien avant les primaires, justement dans le petit livre sur le débat Clémenceau-Jaurès, est un élément structurant qui est la sécurité est un élément qui correspond à une vision des libertés publiques, le droit à la propriété, la sûreté, la liberté, la résistance à l'oppression, et il considère qu'il y a une armature, et vous l'avez souligné, mais vous ne l'avez pas répété, il ajoute justice à l'ensemble. Ça n'est pas rien par rapport au débat sur juste avant lui. Et je pense qu'il y a là une construction, y compris dans sa relation avec la ministre de la Justice, qui n'est pas seulement de la façade ou de la mise en scène, qui est la réalité d'une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, il y a l'ordre, il y a la justice, et les deux vont ensemble. Et dans la construction qui est la sienne, ou sa stabilité, ou son ouverture au débat, je pense que c'est là où est la colonne vertébrale de ce qu'il représente. Alors là, on s'est arrêté sur les mots. Il y a aussi les images. On va voir qu'il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits, notamment dans les médias, par les images. On a vu dans cette séquence-là à Amiens que Manuel Valls s'était un petit peu fait chahuter. Alors ces images en rappellent d'autres, en ont rappelé d'autres, ont été associées à d'autres, celles de Nicolas Sarkozy, bien entendu, mais pas seulement. Déjà, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, se rendait dans des quartiers à la rencontre des jeunes. Regardez. Quand le ministre de l'Intérieur, suivi par une nuée de journalistes, vient visiter un quartier considéré comme sensible, cela commence souvent comme ça. Difficile de dialoguer dans le chahut. La discussion tourne court, il va falloir essayer plus loin. Il n'y en a pas parmi vous qui ait 18 ans déjà. Voilà, et vous aurez peut-être remarqué le jeune homme à lunettes à côté du ministre. Eh bien, c'est Manuel Valls, voilà, qui était déjà à bonne école, même s'il faut le préciser, les confrontations avec les jeunes dans les quartiers se sont surtout tendues à l'époque de Nicolas Sarkozy, un ministre de l'Intérieur qui n'hésitait pas à employer des mots comme Karcher, on s'en souvient, mais qui allait aussi à la rencontre des jeunes dans les quartiers. Un exemple à La Courneuve, après la mort d'un enfant. Il faut essayer de trouver des solutions. C'est la vérité. Eh bien, je suis là pour trouver une solution. Profitez du fait que je sois là. Mais parce qu'il y a un mort, voilà. Vous profitez de la misère. Parce que non, vous profitez si de la misère des gens, alors. Si j'étais pas venu, monsieur, si vous parlez comme ça, ça n'ira pas. C'est pas une question de profiter, c'est pas une question de monsieur, parler comme ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est mon devoir d'être ici. Soit vous voulez collaborer, essayer de sortir les gens. C'est pas une question de collaborer. Collaborer déjà, améliorer les conditions de vie. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter ses condoléances aux proches du petit Sid Ahmed, tué hier au pied de son immeuble. D'abord, on va arrêter les auteurs, ces assassins.
quel que soit leur âge et leur situation. C'est à mon sens une affaire d'heure. La deuxième chose, c'est que les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Voilà, ça c'était une séquence bien connue en juin 2005. Et revoici Nicolas Sarkozy quelques mois plus tard, lors d'un de ses déplacements les plus mouvementés à Argenteuil. En rang serré, avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Alors, au-delà des circonstances, il y a quelque chose qui nous a frappé en préparant l'émission, c'est sur l'attitude du politique. On voit que Nicolas Sarkozy, du moins à cette époque, parce qu'après il a fait beaucoup moins de déplacements en banlieue une fois qu'il était élu président, cherche davantage la confrontation avec les habitants. C'est le cas aussi d'ailleurs de Jean-Pierre Chevènement. Tandis que Manuel Valls, du moins dans les images à Amiens, semble éviter, on sent qu'il n'a pas envie de rentrer en discussion, du moins dans ce moment-là avec les jeunes. Pourquoi, selon vous, Alain Bauer? Est-ce que c'est une question de circonstances, de stratégie de communication ou de personnalité, tout simplement? D'abord, je pense depuis déjà très longtemps que les présidents de la République et les ministres de l'Intérieur ne devraient jamais se déplacer après un drame. C'est un élément perturbant à la fois pour la gestion du drame et l'enquête. Je comprends qu'il y a un côté nécessaire à être compatissant, à recevoir les familles, à dialoguer avec les victimes ou les forces de l'ordre ou de sécurité, mais je pense que ça doit se faire différemment et que le problème n'est pas la visite du ministre, c'est l'espèce de nuée de caméras, de journalistes, de hauts fonctionnaires et tout ce qui va avec, qui fait qu'on a l'impression d'un débarquement en zone occupée ou d'une visite en zone touristique ou au zoo. Et que tant que les responsables politiques n'auront pas compris que tout ceci ne sert à rien et est parfaitement antinomique à la création, y compris de leur propre image, je pense que ça ne s'améliorera pas. Mais c'est un point de vue personnel, je le répète à qui veut l'entendre. Non, mais alors justement, si je peux me permettre de vous interrompre avant le deuxième point, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors vous leur dites parce que donc en général, c'est pas totalement faux, mais que comme ça a déjà été tellement fait, l'idée de ne pas y aller ne serait pas compris par ceux qui sont là et que comme ça ne serait pas compris et qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont indifférents, eh ben, ils se sentent obligés d'y aller envers et malgré tout, mais que fondamentalement, effectivement, s'ils pouvaient faire autre chose ou autrement, peut-être que ça serait une bonne idée. Et je ne parle là pas de Manuel Valls en particulier, mais de tous ceux qui se sont sentis obligés d'aller là-dedans. Deuxièmement, la confrontation ou le débat. D'abord, je ne pense pas qu'une visite dans un commissariat ou à une famille de victimes nécessite une mise en scène. Mais ce type de mise en scène-là ne provoque jamais que ce type d'incident. Ah d'accord, c'est terrible ce que vous dites quand même, hein. Ce piège qui se referme. Mais effectivement, on sent un peu, d'ailleurs, là chez Manuel Valls, le malaise, où il a l'impression, on a un peu l'impression qu'on sent la parce personne... que sa visite à Amiens n'était pas prévue sous cette forme-là. Hein. Vos collègues qui étaient là ont raconté qu'en fait, il y a eu un problème de choix de parcours et que la rencontre était prévue, mais sous une forme beaucoup plus apaisée et beaucoup moins médiatisée. Là, c'est un défaut d'organisation beaucoup plus qu'une volonté. Mais ceci dit, ça donne les images que vous avez. Oui, d'accord. Et alors sur son attitude, un petit mot, même si on ne le voit pas très bien, malheureusement, malheureusement ou heureusement, peut-être, je ne sais pas, pour lui, mais enfin, en tout cas, les images ne sont pas très nettes et assez furtives. Vous avez une réaction sur la attitude? Moi, j'ai une réaction, oui, c'est-à-dire qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que les fonctions de ministre sont très différentes les unes des autres et impliquent une assomption différente de celui qui occupe cette fonction. Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, je veux dire entre ministre de l'Intérieur et autres ministres. D'abord, le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui doit assumer. Et plus que cela, c'est une fonction qui doit s'incarner. C'est-à-dire qu'il y a un corps du ministre de l'Intérieur. Un corps qui Manuel Valls, c'est le regard. C'est l'espèce de fermeté du regard avec les sourcils relevés. Donc vous voulez dire que ce déplacement, même si sert quand même à quelque chose? Oui, bien sûr, parce que moi je crois qu'il y a une obligation de s'exposer physiquement de la même manière que ces hommes s'exposent. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation physique et même de se mettre en danger comme ces hommes se mettent en danger. C'est l'appartenance au groupe qui joue un rôle vraiment fondamental à mon avis.
Ma deuxième remarque, c'est sur le discours employé. Tout à l'heure, on a commenté Manuel Valls. Oui, à Amiens, justement, à ce moment-là. On a commenté Manuel Valls. Et là se trouve une différence tout de même absolument extraordinaire dans les discours. C'est-à-dire, Manuel Valls, vous l'avez commenté, remonte aux principes. Il remonte vers les plus hauts principes. Alors que le discours de Nicolas Sarkozy descend vers l'émotion. Il descend vers la figure, vers l'image, vers vous voyez les mots qu'il emploie, nettoyer dans le sens propre et figuré. Il vient rétablir l'ordre dans un cas précis, alors que Manuel Valls se raccroche aux principes. On a deux horizons de discours complètement différents dans les deux cas. Alors, Jean-Daniel Lévy, on va vous demander de trancher, puisqu'on a eu là des avis assez différents sur l'impact de ces images. Denis Bertrand, peut-être plus du côté du téléspectateur, Alain Bauer, peut-être plus du côté de la stratégie de communication dans ce genre d'exemple. Vous en pensez quoi et comment c'est ressenti? On est quand même de plus en plus vers une communication qui se tourne autour de l'émotion. Et avec une pratique politique qui notamment a été installée par Nicolas Sarkozy depuis 2002, qui a été renforcée par Nicolas Sarkozy en tant que présidentiel depuis 2007, qui est le politique doit être présent dans les lieux dans lesquels il y a une forme d'émotion collective. Donc l'idée, c'est Manuel Valls n'est pas dans le registre de l'émotion du tout. Alors après, il peut y avoir la présence, c'est pas forcément avoir un discours ou tenir un discours qui est un discours émotionnel, mais le simple fait déjà de se déplacer, ça donne à voir qu'il y a un reproche qui parfois est effectué à l'égard des responsables politiques, à savoir vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous n'êtes pas au contact des réalités, qui donne à travers cette confrontation d'images au moins le principe que nous ne sommes pas face à des responsables politiques qui sont complètement en dehors de la réalité. Et donc il y a cette forme d'empathie qui est créée de la part des responsables politiques qui en plus sur le long terme permet de construire une image. Nicolas Sarkozy donne l'impression en 2007, alors même qu'il y a un bilan critique des Français concernant son action en matière de sécurité, qu'il est présent en tant que responsable politique et lorsqu'il y a un problème, déjà, il propose une solution. Donc ça permet de parfaire la construction de l'image du responsable politique, tout comme Manuel Valls est peut-être aujourd'hui en train de se parfaire une construction d'image. Quelle image il construit là? Mais d'une personne qui systématiquement rappelle des valeurs, qui sont des valeurs effectivement peut-être un peu plus vers le haut que uniquement vers l'émotion, et qui rappellent un certain nombre de principes fondamentaux. Et les Français attendent malgré tout des principes fondamentaux autour de ce qu'est la société française, de ce que doivent être les responsables politiques, et de la manière dont ils doivent conduire d'une manière générale leur action à caractère politique. D'accord, donc mêmes images en apparence, mais quand même vous dites utilisation assez différente, et c'est peut-être pour ça que c'est bien reçu à gauche, parce que c'est vrai que c'est ce qui avait beaucoup surpris que ce discours soit bien reçu au PS. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas c'est clair que l'insécurité, plus qu'un problème, est devenue une solution pour les hommes politiques, solution pour affirmer leur proximité, affirmer leur activisme. C'est devenu aussi un levier de communication avec une prise de risque que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire aller sur le terrain, c'est s'exposer à l'émotion, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas sur le registre de l'émotion, mais d'un certain point de vue, aller sur le terrain, c'est d'emblée se situer sur le registre de l'émotion. Et c'est vrai que Manuel Valls, néanmoins, a plus de retenue, plus de réserve, parce qu'il veut rompre avec l'hystérisation du débat sur la sécurité, qui était celle de Sarkozy. Et Manuel Valls sait aussi que d'un certain point de vue, choisissant le ministère de l'Intérieur, il va avoir une politique de communication qui est liée à ce ministère. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est un ministre au front médiatique, médiatisé, qui construit une image. Qu'il aille, effectivement, on attend qu'il participe, qu'il soit aussi, qu'il paye, on va dire, presque de sa personne. Alors, Alain Bauer, vous parliez du fait que ces déplacements ne sont pas toujours très judicieux. Alors, on a vu des exemples, là, jusqu'à présent, qui sont ceux concernant le ministre de l'Intérieur, puisque Nicolas Sarkozy s'était beaucoup déplacé sur le terrain, comme on dit, quand il était ministre de l'Intérieur, beaucoup moins une fois qu'il a été élu président, bon, pour des raisons diverses sur lesquelles on ne reviendra pas, peut-être aussi parce qu'il redoutait certaines réactions. Mais alors, ce qui est intéressant, là, c'est de voir que François Hollande aussi, lui-même, s'est déplacé dans un quartier à Échirolles après la mort de 2 jeunes gens victimes d'une agression particulièrement violente. On revoit des images. Monsieur le Président. À peine sorti du domicile des parents des victimes, et le président de la République est interpellé. Des habitants venus en nombre qui veulent saisir l'occasion, s'adresser directement à lui. Monsieur le Président, nous sommes des Français normaux, on veut vivre dans la paix et la dignité. Et vous avez raison, et c'est ma responsabilité. Puis c'est une femme, depuis une coursive en étage, qui apostrophe longuement François Hollande. S'il vous plaît, monsieur, j'ai un enfant de 19 ans. La dernière fois, ils l'ont mis par terre pour un regard. Il n'est pas mort, heureusement j'ai de la chance, alhamdoulilah, Dieu merci. J'allais vous écrire, vous êtes là aujourd'hui, je vous le dis, ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Ils ne le seront pas. Ça change à Grenoble, c'est devenu le Texas. On est où là, monsieur le Président?
J'ai voté pour vous. Tous ces gens-là, ils ont voté pour vous. Eh bien, ils ont le droit à la sécurité, c'est ce que je suis venu leur apporter. Sécurité, justice et réussite. S'il vous plaît, changez ça. Je reviendrai vous voir. Alors évidemment, ces images ont été beaucoup commentées, beaucoup mises en perspective avec celle de Nicolas Sarkozy, lui aussi interpellé depuis un balcon sous les caméras, des images de nuit. On va y revenir, mais peut-être justement, d'abord Alain Bouer, vous évoquiez l'opportunité ou la non-opportunité de ces déplacements pour les ministres de l'Intérieur. On a envie de vous demander, et pour un président de la République? C'est le même problème à la puissance 10. L'idée que le général de Gaulle puisse aller manifester est apparue à personne. Jacques Chirac, qui pourtant est assez proche de la population, ne s'est pas posé la question dans ces conditions-là. Et je pense que le président de la République... J'entends ce qui se dit sur l'incarnation de mise à l'intérieur. Il y a une différence entre se rendre auprès des victimes et faire la visite du quartier avec 300 journalistes. C'est ça la différence. Et je considère, alors là, véritablement, que le rôle du président de la République, c'est probablement de recevoir les victimes au palais de l'Élysée, de dire ce qu'il a à dire à la population. Oui, vous allez recevoir chez lui, pas d'aller chez eux. Pas de faire ce qui est un véritable barnum médiatique, dont je pense qu'il est contre-productif à tout point de vue par rapport à la fois l'apaisement et même l'affirmation de la volonté de l'État ou du retour à l'ordre. Surtout qu'on y fait beaucoup de promesses. On a ensuite un peu de mal à tenir, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Oui, mais alors Manuel Valls a dit le lendemain de ce déplacement qu'avec ce déplacement, le président de la République avait marqué son autorité. Justement, il a insisté sur le mot autorité. Alors, Jean-Daniel Lévy, votre regard sur ces images, parce qu'effectivement, on voit bien pourquoi, on comprend pourquoi il l'a fait, suite aux reproches, effectivement, puis aux sondages aussi. C'est peut-être à cause des sondages qu'il y a été. Peut-être déjà à cause des Français, plus que des sondages. En tout cas. On va dire que les sondages sont quand même censés traduire l'opinion des Français. Exactement. On espère. Donc non, on est effectivement, et c'est peut-être, en tout cas nous, ce qui nous marque le plus, c'est qu'on est dans une période où il y a une période où les Français critiquent le président de la République, ou en tout cas sont interrogatifs sur sa gestion déjà du gouvernement. A-t-il suffisamment d'autorité sur son gouvernement? Va montrer son autorité. Et donc peut-être que le contexte et sa présence que l'on peut voir ici à Échirolles n'est pas uniquement lié autour d'une dimension relative à la sécurité, mais d'une relation qu'il souhaite nouer avec l'opinion, se servant de cet épisode-là, non pas forcément pour parler de la sécurité ou pour remettre la sécurité au centre des enjeux, mais plus pour montrer que lui est présent, qu'il s'engage. Et d'ailleurs, dans les termes qu'il a indiqués, il a dit « c'est ma responsabilité ». Et le signe également de cette responsabilité, c'est de dire « je reviendrai ». Donc c'est une forme de double engagement, probablement en cherchant non pas forcément à parler uniquement de la sécurité, mais en montrant bien l'autorité. C'est intéressant, d'accord. Donc il se situe dans un contexte plus large. Alors voilà. Alors c'est ça qui est frappant, c'est qu'on a beaucoup mis en perspective les images et en même temps et avec le recul, et on voit bien qu'il n'est pas du tout dans la même logique que Nicolas Sarkozy, qui n'utilise pas du tout l'événement de la même manière que Nicolas Sarkozy. Raison, mais vous venez de le dire, ce ne sont que des images. Là, on est dans le choc des photos. Il n'y a pas le poids des mots. Nous en faisons l'analyse ici en prenant du temps, en ayant une scène bien découpée, bien présentée, etc., en constatant qu'une caméra était spontanément présente pour entendre, parce que dans le cas précédent, Sarkozy à Argenteuil, il n'y avait pas de caméra en train d'entendre ce que disait la dame. On a le retour des présents disant, mais en fait, il répondait à une question. Là, il y a une très grande rationalisation. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt public reportage qu'autre chose. Mais dans le fond, imaginons par malheur que demain, il se produise un nouveau règlement de compte à Échirolles. Vous imaginez le poids de ce qui reste de la parole publique face à la dure réalité de ce qu'est une guerre criminelle ou des règlements de compte. Et donc, le président de la République a été bien mieux inspiré quand, en recevant la communauté juive après les opérations du démantèlement de la cellule Strasbourg-Cantorcy, attentat à Sarcelles, il les a reçus à l'Élysée en faisant une intervention sur le plan de l'Élysée. Je pense que le spectacle était moins présent, mais le contenu beaucoup plus visible et beaucoup plus audible. D'accord, donc danger à jouer avec les codes du sarkozysme, vous dites. Oui, et d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup réussi à celui qui les avait utilisés dans l'épisode précédent comme président de la République. C'est pour ça que je dis que... Finalement, ça n'a pas marché. Non. Et finalement, et d'ailleurs, tout le monde pense que le discours de Grenoble est un des marqueurs du début de l'échec de Nicolas Sarkozy comme président de la République, alors que le même discours comme ministre de l'Intérieur aurait peut-être pu avoir, comme vous le disiez bien tout à l'heure, l'effet exactement inverse. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas rester au même niveau et dans la même logique sur ce terrain-là. Vous avez évoqué le discours de Grenoble et ça nous amène au point suivant qu'on voulait évoquer dans l'émission, la question des Roms, sujet central pour le ministre de l'Intérieur. Alors je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a fait évacuer un campement de Roms dans la ville d'Évry dont il fut maire, une évacuation organisée à la veille de la décision de justice. Face au feu des critiques de gauche, Manuel Valls s'explique, écoutez-le. Quelle est la politique que nous avons fixée sous l'autorité du Premier ministre ? C'est d'évacuer
des campements quand il y a une décision de justice ou quand la situation sanitaire ou en matière de sécurité est insupportable. C'était le cas. C'était le cas, vous vous rendez compte, des baraquements qui n'ont pas été détruits, qui ont été évacués sur le bord de la ligne RER du D. Moi, je ne peux pas supporter, non seulement comme ministre de l'Intérieur, mais comme citoyen, comme militant de gauche, ces bidonvilles, ces baraquements où des gens vivent dans des conditions tout à fait insupportables. Et puis, il faut trouver ensuite des solutions, à la fois de court terme et puis de long terme pour le relogement et l'insertion. On comprend que c'est insupportable, mais il faut le traiter de manière... Il ne faut pas les déplacer pour créer de nouveaux groupements, pour ne pas dire de sortes de ghettos ailleurs. Bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas accepter des situations tout à fait insupportables, à la fois pour ces populations que nous devons protéger, mais aussi pour l'environnement. Je rappelle, Jean-Pierre Elkabbach, que ces campements sont en plus, le plus souvent, dans des quartiers populaires où il y a déjà beaucoup de difficultés. Voilà, insupportable, c'est définitivement le mot de cet extrait, mais pour le reste, Manuel Valls prend bien soin de préciser que c'est insupportable parce qu'il est de gauche. Et alors, en entendant ça, on a eu envie de réécouter le fameux discours de Grenoble que vous avez évoqué, de Nicolas Sarkozy, dans lequel il évoquait aussi les Roms. On écoute. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. Nous avons fait, depuis la loi Besson, de grands progrès pour les aires mis à leur disposition. Lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, moins de 20% des aires de stationnement étaient prévues. J'ai fait le point avec le ministre. Aujourd'hui, plus de 60% des aires de stationnement légales sont prévues. Mais les Roms qui viendraient en France pour s'installer sur des emplacements légaux sont les bienvenus. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? J'ai vu que tel ou tel responsable politique disait « Mais pourquoi vous occupez de ça? Le problème ne se pose pas. » Il ne se pose pas pour un responsable politique dont le domicile ne se trouve pas à proximité d'un campement. Peut-être son opinion serait-il différente s'il était lui-même concerné. Alors, peut-être son opinion serait-elle différente s'il était lui-même concerné, et donc lui aussi fait référence, on l'entend bien, il y faisait souvent référence à ces fameuses classes populaires qui vivent près des campements. Donc là, il y a quand même, du moins il nous a semblé, un parallèle à faire entre les arguments des deux. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quelle est la différence, selon vous, notamment concernant cet extrait précisément sur la question des Roms, Rémi Lefebvre? La différence, c'est que ce n'est pas le même contexte d'énonciation. Il y a moins d'émotion, peut-être, dans le discours, moins d'engagement dans cet aspect du discours de Sarkozy. Et moi, ce qui me frappe dans la parenté des discours, c'est qu'effectivement, la manière de légitimer le discours sécuritaire, c'est de plus en plus de lier aux inégalités sociales, aux classes populaires. Voilà, il faut notamment, le faire pour les classes populaires. Voilà, il faut le faire. Donc ça a été le discours de Chevènement. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on évoquera Villepinte. Et c'est le discours de Valls qui lui permet de relier, en fait, de relier la question de la sécurité au patrimoine idéologique, doctrinal et aux référents de la gauche. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que oui, il y a une inégalité sans doute devant la sécurité. C'est les milieux populaires qui sont peut-être plus concernés par ces questions. Mais est-ce que, à force de dire que la sécurité est une inégalité, on oublie que la sécurité, elle produit des inégalités sociales. Et que, donc ça, il faut mettre aussi ce discours-là sur ce plan. Alain Bauer, sur ce point-là peut-être, et puis sur le fait que finalement Nicolas Sarkozy aussi, mais que vous conseillez à l'époque, lit même dans ce discours de Grenoble, pourtant extrêmement controversé, le fait que l'évacuation de ces camps de Roms, il fait le lien avec les problèmes des classes populaires, et qui fait ça pour les classes populaires, et on l'entend aussi dans cet extrait. Alors, le charme vénéneux du discours de Grenoble, c'est que justement, il n'a été produit par aucun de ceux qui géraient les questions de sécurité autour de Nicolas Sarkozy, ni de la hiérarchie de son organisation. Et d'ailleurs,
j'ai eu l'occasion le lendemain d'expliquer que c'était un discours d'amateur au sens de son contenu et inquiétant au sens de ce qu'il indiquait. D'autant que c'était une réaction après des événements qui ne mettaient en rien en cause des Roms, justement. Oui, enfin, le problème, c'est qu'il y a tout dans ce discours. Voilà, c'est une sorte de grand melting pot mal fait, mal écrit, mal pensé et qui mérite d'être discuté, mais certainement pas de rester au panthéon des discours présidentiels. Le deuxième problème, c'est une des hypothèses sociologiques, c'est que l'insécurité serait un produit des problèmes sociaux, mais pas tout. C'est comme si il y a des quartiers pauvres où il n'y a pas de violence, d'insécurité ou de délinquance, et des quartiers riches où il y en a beaucoup. On ne peut pas être à sens unique, on ne peut pas être plus à sens unique dans un discours sociologisant de gauche qu'on ne l'est à sens unique dans un discours traumatisant de droite. Il faut se rappeler aussi que chez les criminels, il y a des vocations qui ne sont pas liées à leur situation individuelle. Il y a des criminels chez les riches aussi. Je transmettrai. L'équilibre aujourd'hui du discours, c'est beaucoup vers un côté peu de... Justement, parce que le discours sociologisant de gauche a conduit la gauche à une immense fragilité sur cette question. C'est une partie du tout ou rien. Moi, je suis pour une construction de la complexité. D'accord, donc il y a un recentrage sur le discours. J'enverrai à chacun une criminologie pour les nuls, parce que je l'ai écrit pour moi, donc il n'y a pas de sous-entendu, mais il y a quand même un vrai sujet. Alors là, on a commencé, on va y revenir avec le dernier extrait, la question effectivement de l'équilibre entre l'explication, on va dire, sociologique et puis effectivement la question il faut de la sécurité pour les classes populaires, ce que vous avez évoqué, on y reviendra. Mais juste avant, concernant ces deux discours, ces deux postures, ce qui nous a frappé, Denis Bertrand, c'est qu'on voit, et c'est peut-être une des vraies différences, alors on se demande à quoi ça tient, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus dans la justification, puis il emploie des mots peut-être assez connotés dans son discours, alors que Manuel Valls est plein d'assurance, on a l'impression qu'il ne se justifie pas du tout, qu'il est complètement sûr d'être dans son bon droit. Est-ce que c'est pas ça la principale différence entre les deux? La différence, à mon avis, elle est dans la manière d'exprimer l'extrême. Dans la manière d'exprimer un fait et la perception d'un fait. J'ai retrouvé Nicolas Sarkozy parle de campement sauvage. Voilà. Enfin voilà, c'est le mot que je cherchais. Emploie un mot que Manuel Valls n'emploie pas, qui est campement sauvage. L'expression campement sauvage, même pas campement, implantation sauvage. C'est-à-dire que implantation sauvage, vraiment, là, on n'est pas loin d'une réflexion de type anthropologique. Et ce qui exprime le rapport entre la culture et la nature. On est là, dans des implantations sauvages, en amont des campements, au niveau d'une sorte de nature un peu sauvage qui s'exprime. Donc vous pensez que c'est là-dessus qu'il y a une... Oui, parce que l'expression de l'extrême chez Manuel Valls, c'est le fameux mot que vous avez relevé, insupportable. Insupportable, ça signifie que c'est moi, aujourd'hui, maintenant, qui apprécie une situation donnée et qui porte un jugement sur cette situation. Donc on n'est pas du tout dans une évaluation de type anthropologique général, ce sont des sauvages. C'est des campements sauvages. C'est des implantations sauvages, c'est quand même quelque chose de très fort. On est dans une évaluation subjective et politique d'une situation qu'on ne peut pas supporter. Peut-être pour ça, alors même si vous l'avez bien dit, le discours de Grenoble, effectivement, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, un gros maelstrom, et là, on n'en a pris qu'un petit extrait. Est-ce que vous pensez que c'est ça, effectivement, l'habileté de Manuel Valls, cette espèce de tranquille assurance que n'avait pas Nicolas Sarkozy? Il y a et la tranquille assurance, et puis, pour la gauche, la capacité de pouvoir entendre que ce n'est pas uniquement sur les aspects de sécurité, mais également, enfin, sécurité pour l'ensemble de la population, mais également la sécurisation de ses propres individus, qui sont dans des lieux qui apparaissent comme étant insalubres. Et donc, dans ce contexte-là, ça donne à voir que les pauvres, ils risquent leur vie parce qu'ils sont près de la voie ferrée. Voir que les conditions de vie dans lesquelles aujourd'hui ils sont présents, c'est-à-dire soit être près de la voie ferrée, soit éventuellement être près d'une autoroute, leur assure des conditions de santé ou de vie au quotidien qui apparaissent comme étant justement insupportables. Donc à la limite du supportable. Mais la solution apparaît comme étant relativement la même. Effectivement, la grande différence, c'est que Nicolas Sarkozy fait le lien entre campement illégal, immigration illégale, alors que Manuel Valls se garde bien, je ne sais pas si c'est stratégique, d'évoquer la question d'immigration illégale. Il n'évoque que la question du campement illégal. Non, mais on peut prendre en option le fait que Manuel Valls pense ce qu'il dit. Et que tout n'est pas qu'une construction visant à affirmer une différence. Je pense qu'il est assez cohérent. Et comme député maire d'Évry, comme quand il était conseiller municipal d'Argenteuil, il a eu à traiter de ce type de problème et il n'a pas changé ni de mots ni de position. En fait, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que dans un positionnement en deux parties, qui est premièrement, j'affirme l'autorité de l'État, j'affirme les décisions de justice, j'explique que ce qui est insupportable ne doit pas être supporté, etc. La partie solution, c'est-à-dire la partie positive, la partie marqueur de gauche, la partie faut trouver des solutions de relogement, faut trouver des solutions de travail, etc., est toujours un peu décalée dans le temps.
C'est un des paradoxes sur beaucoup de sujets, sur le droit de vote des immigrés. Donc je ne pense pas que c'est utile, ce n'est pas le moment, etc. Et puis, un peu plus tard, mais il faut quand même régler le problème de l'assouplissement et du retour à un rythme normal de naturalisation. Mais ce n'est pas fait de manière concomitante. Je doute que ça ne soit pas délibéré quand même, concrètement. Vu l'expertise qu'a Manuel Valls en matière de communication, je pense que ce décalage, c'est une manière aussi d'équilibrer le discours, mais aussi d'un moment donné de focaliser sur une posture d'autorité, plutôt un discours envoyé aux policiers, et puis après, un peu plus tard, mais aussi du coup de manière un peu moins forte, de nuancer la première position par un marqueur plus à gauche. Effectivement, pour compléter, vous dites, après avoir évacué plusieurs campements de Roms, eh bien, il y a l'élargissement du nombre de métiers auxquels ils peuvent accéder, etc. Mais c'est fait en 2 temps. Alors, on l'a évoqué, pour finir, dernier extrait, voilà le discours et le piège dans lequel était tombée la gauche à un moment. Alors, on pense évidemment à Lionel Jospin, une petite phrase qui est encore dans toutes les têtes, prononcée lors de la campagne de 2002. Réécoutons-la. J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé pendant ces 5 années, pas d'ailleurs de façon continue, et en outre, c'est une tendance qui avait commencé avant nous, mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté, non pas par rapport à l'insécurité, j'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre, et nous l'avons fait d'ailleurs, nous avons nommé plus de policiers, plus de magistrats, plus d'éducateurs. Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi, pour l'insécurité. On a fait reculer le chômage. 928 000 personnes encore aujourd'hui ont retrouvé du travail. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité. J'ai péché par naïveté. Voilà ce qu'on a retenu alors qu'il prenait soin de préciser juste avant que la sécurité avait été au cœur de ses préoccupations, ce qui fut effectivement le cas dès son arrivée à Matignon. La sécurité n'est pas juste affaire d'uniforme ou d'effectifs. Après l'emploi, c'est une des préoccupations essentielles des Français. Lionel Jospin avait démarré sa campagne sur ce thème au risque de surprendre une partie de la gauche. 5 mois après son arrivée à Matignon, il lance des pistes. Autour de lui, l'ensemble des ministres concernés lui donnent volontiers la réplique sur le thème de la sûreté. Ce sont les couches sociales les plus démunies, on ne le dira jamais assez, qui souffrent le plus de l'insécurité. C'est ce qu'ont compris les démocrates américains, les travaillistes britanniques. Mais nous devons le faire à la française, en nous appuyant sur le service public et sur l'idée républicaine. Voilà, alors on retrouve tout ce débat entre explications sociologiques, discours d'autorité. Juste, mot de la fin, qu'est-ce qui a changé finalement et pourquoi on a oublié que ce discours avait existé à gauche? Quand on entend Jean-Pierre Chevènement, on a presque l'impression d'entendre Manuel Valls. Donc, petit mot rapide des uns et des autres. L'aggiornamento en matière de sécurité a lieu à Villepinte en 97 pour le PS. Et donc, ce qui est frappant quand même dans le discours de Jospin, qui est d'une naïveté incroyable, il dit qu'il est naïf, mais c'est très naïf et une erreur de communication incroyable, c'est que finalement le PS a perdu sur les 2 tableaux. Il a abandonné le discours de gauche traditionnel qui était axé sur les causes de la délinquance. Et tout à l'heure, vous disiez quel discours de gauche historiquement, mais Badinter, par exemple, publie un ouvrage dans les années 70 où il dit le discours sur la délinquance, c'est un discours sur les causes sociales de la délinquance. Ça, c'est le discours traditionnel. Il abandonne ça et en même temps, il fait un aveu d'échec sur les politiques de sécurité. Et voilà. Et donc finalement, moi, ce qui me frappe pour terminer, c'est que ces politiques répressives, ces politiques sécuritaires qui sont menées depuis maintenant le début des années 90, c'est un échec total. Mot de la fin, Alain Boer. Comme toujours, il faut se méfier de la théologie du le tout préventif, c'est formidable, et le tout répressif, c'est merveilleux. Mais pourquoi on a ça oublié ? Ne marche jamais. On a juste oublié parce que Chevènement est tombé malade, qu'il a été remplacé et que Jospin a été battu au premier tour de la présidentielle. Alors que pendant 3 ans, dans les sondages d'opinion, la gauche était jugée comme plus compétente que la droite pour régler les problèmes de sécurité à cause d'un discours qui était très républicain et relativement équilibré de Chevènement. Je rappelle que lui-même avait inventé des termes plutôt sympathiques pour les jeunes délinquants. Sauvageon, c'était quand même mieux que Caïra ou Racaille. Donc on sent bien que c'était pas ça la question. La question, c'est qu'il y a eu un échec politique à l'issue des 5 ans de gouvernement de la gauche et que si ça n'a pas marché, et si ça a été un échec, et si le changement, la candidature de Chevènement contre Jospin et toute une série d'éléments n'avaient pas eu lieu, la question de la sécurité serait restée au niveau de ce qu'elle est du point de vue des grands élus locaux du PS ou même du Parti communiste et parfois même de certains écolos, un discours de réalité. Le problème, c'est le double langage. Le langage local qui est assez pragmatique et qui est plutôt équilibré, et un langage national où on est dans la théologie officielle, tout social, tout répressif.
Bien, merci à tous les 4 pour ces analyses. Merci à Marie Lebon et à Arthur Dio qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Manu Blanc qui s'est couché tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les Déshabillons-les. La question, c'est effectivement, est-ce que ça va être durable? C'est que s'il était ministre de l'économie, il n'aurait pas à dire, c'est ça. On voit bien que Montebourg, qui est sur un registre d'activisme assez similaire, il est beaucoup moins populaire que Valls. Donc Valls, concrètement, par exemple, si son objectif c'est d'être à Matignon, il sera plus le premier fils de France.